Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 3 décembre 2024. Mon nom est Marc-André Mercado, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Madame Céline Gélina, qui est directrice scientifique pour le RISIC. Je vais vous présenter nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à nos conférencières et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à nos conférencières. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Transfert de connaissances et vulgarisation scientifique et il nous est présenté par Professeur Marie-Ève Poitras, Madame Vanessa Vaillancourt et Madame Marie-Ève Perron. Donc, Marie-Ève Poitras est infirmière clinicienne et chercheuse boursière junior 2 du Fonds de recherche en santé du Québec. Elle est professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire Crémus sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Elle possède un doctorat en transfert des connaissances et recherche axé sur le patient, ainsi qu'un fellowship en recherche interdisciplinaire en soins primaires. Elle est leader du National Hub for Patient-Oriented Research, qui vise à soutenir l'intégration de la recherche axée sur le patient. Merci beaucoup d'être avec nous. On a également Mme Vanessa Vaillancourt, qui est biologiste de formation et la coordonnatrice de l'équipe de la chaire de recherche Crémus sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Elle possède une maîtrise en médecine expérimentale génétique et occupe des fonctions de coordination en recherche depuis une dizaine d'années. Elle participe à toutes les étapes de la recherche, de la rédaction des demandes de subventions jusqu'à la rédaction d'articles scientifiques. Elle s'assure du bon fonctionnement de l'équipe et de l'avancement des projets. Merci d'être avec nous. Et finalement, nous avons Mme Marie-Ève Perron, qui est infirmière clinicienne et étudiante au doctorat en sciences infirmières à l'Université McGill. Elle possède une maîtrise en sciences infirmières de l'Université Sherbrooke et est également professionnelle de recherche pour la chaire de recherche Crémus sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Elle collabore sur plusieurs projets de recherche, principalement en lien avec les données auto-rapportées par les patients en contexte de soins primaires et d'oncologie. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être présentes aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci beaucoup, Monsieur Maheu Cadot, pour cette belle présentation qui résume bien nos trois parcours qui sont différents mais complémentaires dans tout ça. Donc, ça nous fait vraiment plaisir, en fait, de vous présenter notre présentation sur le transfert de connaissances et de vulgarisation scientifique dans le cadre de la programmation scientifique du RISIC. Pour des conflits d'intérêts, donc on n'a aucune source de financement de conflits d'intérêts en lien à divulguer en lien, pardon, avec cette activité. On divulgue cependant les financements de la chaire Crémus, là, pour laquelle on va se présenter la structure au courant de cette présentation. Donc, ce qu'on souhaite faire avec cette présentation, là, vous présenter nos mécanismes de transfert des connaissances, puis le fondement de notre équipe de recherche, c'est vraiment susciter votre intérêt, puis être un peu un moteur puis un levier d'action, en fait, pour vos équipes et vos groupes de travail respectifs pour appliquer le transfert des connaissances, puis assurer une vulgarisation scientifique avec les milieux cliniques, mais également avec le grand. Pour faire une mise en contexte rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaire Crémus sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires, dès qu'on soit très présent sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes, on est une chaire de recherche, en fait, qui, globalement, conduit des projets de recherche en soins primaires. Les résultats qu'on obtient avec nos projets, qu'on construit la plupart du temps avec les patients, on s'assure, en fait, qu'ils soient transformés en outils de transfert des connaissances pour qu'on puisse, redonner aux parties prenantes avec lesquelles on travaille dans la conduite de ces projets. Nos expériences antérieures, donc les projets qu'on a menés et toutes les collaborations qu'on a mises en place, nous ont permis de développer des solides compétences puis une expertise dans le cadre du transfert des connaissances et de la vulgarisation scientifique. Donc, c'est un peu ça qu'on va vous présenter aussi aujourd'hui, toute la structure qu'on a en place qui nous permet de mettre, pas de mettre en place, mais de construire ces outils-là et de faire du transfert de connaissances intégré qu'on vous parlera un petit peu plus par la suite. Puis, jumelé à ça, ben, nos outils de transfert sont jumelés à cette expertise-là pour nous offrir, en fait, une grande visibilité, comme je vous parlais un petit peu plus en amont, au niveau du public scientifique, mais également au niveau du grand public à ce niveau-là. Ce qui m'apporte à vous parler, en fait, d'un concours d'infographie qui avait été mené, qui avait été lancé par le FRQ pour produire une infographie. Puis c'est un peu dans ce contexte-là également que le RISIC nous a contactés pour le webinaire de ce jour. Puis je vais juste changer la diapositive pour vous présenter rapidement de quoi je parle de façon plus concrète.
Donc, on devait mettre sur pied, en fait, une infographie qui parlait d'un sujet. Là. Il y avait pas nécessairement de thème délimité, mais il fallait produire une infographie qui parlait des données en santé. Les données en santé sont vraiment un sujet fort, comme vous allez le voir aussi dans les prochaines diapositives de notre équipe de recherche. Je dis notre, mais de l'équipe de recherche de professeur Poitras. Dans le fond, ici, vous avez un bel exemple de l'infographie qu'on a pu produire, qui est un excellent exemple d'outils de transfert des connaissances qui nous a permis, en fait, d'obtenir cette visibilité-là, où est-ce que le RISIC nous a approché pour nous dire, ben, on serait intéressé à ce que vous nous parliez de ça. Puis nous, on a saisi l'opportunité, en fait, de pouvoir présenter notre structure, puis, comme je vous avais dit un petit peu plus en amont, être un moteur et un levier d'action pour permettre de transférer ce que nous, on a comme expertise et comme connaissance pour partager avec les autres équipes de recherche. Donc, un peu plus au niveau de notre vision et de notre expertise. Donc, notre vision se sépare vraiment en deux axes. Le premier axe qui va vraiment être dans le soutien à l'intégration de la perspective des patients et des professionnels de la santé en contexte clinique et décisionnel. Jumelé au deuxième axe, en fait, qui est de développer et d'implanter des stratégies d'intégration de la perspective des patients auprès des personnes clés en recherche canadienne. Donc, face à cette vision-là, en fait, et à l'expertise qu'on a au sein de notre équipe, ça nous permet d'être un levier d'action, comme je vous disais. Donc, notre expertise, je vous la décris de façon un petit peu plus précise. Donc, professeur Poitras, en fait, qui a une expertise en transfert des connaissances. Donc, il a fait un stage postdoctoral en transfert des connaissances. On a également Amélie Fournier, qui est graphiste, pardon, au sein de notre équipe, qui détient la double expertise, en fait, d'infirmière et de designer graphique, ce qui nous permet de vraiment créer des outils de transfert de connaissances qui sont, je vais utiliser le mot percutant, je pense que ça peut bien imaginer, qui sont percutants et qui ont une bonne portée aussi là, au niveau de nos réseaux, ce qui nous permet de nous démarquer. Vanessa qui a également une expérience en conseil andragogique qui permet d'arrimer ces compétences-là avec celles des autres de l'équipe pour fournir cette structure-là. Puis également tout le savoir expérientiel de la communauté des agents, des étudiants et des patients qui permet d'être un milieu. Là, je parle avec mon chapeau d'étudiante et de professionnelle de recherche, mais pour faire partie de cette équipe de recherche-là, c'est vraiment un levier d'acquisition où est-ce qu'on peut expérimenter, où est-ce qu'on peut développer ces compétences-là de façon très pratique, très pragmatique. Donc, c'est vraiment un milieu c'est un milieu qui est un levier, pardon, pour tous les membres de l'équipe. Puis je pense qu'il y a toujours à apprendre dans ce domaine-là. Fait qu'on on se challenge tous là-dedans, puis on produit des outils qui ont une belle portée. Donc, de façon un petit peu plus théorique, donc c'est sûr qu'on base nos principes, là, comme je vous disais, Marie-Ève a aussi un post-doctorat en transfert des connaissances. Donc, nécessairement, ce transfert des connaissances-là est soutenu par des approches et des fondements qui sont reconnus au niveau scientifique. Donc, de façon très succincte, je vous les présente, je vous les nomme ici rapidement, mais ils vont être vus plus en profondeur dans les prochaines diapositives. Donc, on se base sur une approche intégrée de transfert des connaissances, également de la théorie du système de santé apprenant, l'andragogie, sur des modèles des sciences d'implantation et également le modèle Knowledge to Action. Au niveau des termes, c'est juste un petit rappel au niveau des termes qui sont utilisés en transfert des connaissances, en fait, puis après ça, on va passer plus à la théorie, c'est pour vous permettre un peu de mieux comprendre les termes qui vont être explicités par la suite. Lorsqu'on va parler de knowledge translation ou d'application des connaissances, on parle vraiment d'échange, de synthèse et d'application des connaissances dans un système d'interaction qui va être complexe, qui est partagé entre des chercheurs et entre les utilisateurs de connaissances. Lorsqu'on parle de knowledge transfer, on va vraiment parler de stratégies tacites, donc vraiment de stratégies qui vont permettre de diffuser les connaissances et de les rendre accessibles au public auquel on veut partager ces connaissances-là. Au niveau du knowledge exchange, c'est vraiment en fait la collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs, pour permettre de résoudre un problème en lien avec le transfert de connaissances. Au niveau de la research utilization, c'est vraiment les données de recherche qui sont déployées dans la pratique. Puis au niveau de l'implantation, donc implementation, c'est lorsque l'innovation scientifique qui va être produite lors des projets de recherche ou en groupe de recherche va être mise en pratique vraiment dans le milieu où est-ce qu'on veut qu'il soit mis en pratique. Puis je laisse la parole à professeur Poitras pour la suite.
En fait, ce qui est important aussi de retenir avant d'aller à la diapositive suivante, c'est que vous allez peut-être voir dans la littérature, mais ces termes-là sont souvent utilisés de façon interchangeable. On parle de transfert de connaissances, transfert intégré, knowledge. Là, le hot topic, on entend beaucoup knowledge mobilization dans la littérature ou auprès des instituts de recherche en santé du Canada. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fondement profond de ces termes-là, en fait, implicitement, nécessite une co-création et de redonner la science aux gens qui l'ont produite et aux gens qui vont l'utiliser. Suivant. Donc, le type d'application, en fait, l'application des connaissances, c'est faire en sorte que les utilisateurs des connaissances, puis ici, les utilisateurs des connaissances vont varier dépendamment de vos projets. Donc, ça peut être, c'est toute personne qui va utiliser de façon active les connaissances qui vont être générées par les projets de recherche. Et dans le fond, ça peut être des patients, des citoyens, des décideurs, des cliniciens, des membres professionnels des organismes communautaires, dépendamment ou autres personnes. Donc, c'est important de bien cibler. On pourra voir l'audience à laquelle on s'adresse. Et en fait, l'application des connaissances vise vraiment à réduire l'écart entre ce qu'on sait et comment on le fait et ce qu'on devrait faire. Il y a plusieurs années, moi, j'avais lu un article, probablement que beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais qui disait que ça prenait 17 ans entre le moment où on savait qu'une évidence scientifique était bonne et le moment où on voyait qu'elle était complètement intégrée dans les milieux cliniques, dans le domaine de la santé. Donc, lorsque j'ai lu, c'est après avoir lu cet article-là que je me suis dit, mon Dieu, il faut aller se former en transfert des connaissances, il faut travailler de façon efficiente avec les utilisateurs des connaissances pour être certain, dans le jargon des professeurs d'université, de ne pas pelleter des nuages. Donc, pour être certain justement que les connaissances qu'on génère fassent du sens pour les gens et que les gens, les professeurs, les équipes de recherche, les agents de recherche, les étudiants qu'on ne reste pas dans nos universités campées en pensant qu'on détient le savoir et qu'on ne soit pas en mesure d'implanter et de faire en sorte que ce savoir-là soit intelligible et utilisable pour les personnes qui doivent l'utiliser. En fait, donc, tout dans notre cas, ce qui fait du sens pour nous, ce qui donne de la valeur à ce qu'on fait, ce sont les patients, les infirmières ou tout autre professionnel qui travaillent dans le domaine de la santé. Il y a deux types suivants. En fait, il y a deux types d'application des connaissances. Vous avez sûrement déjà entendu parler, pour ceux qui sont des étudiants gradués, de l'application des connaissances intégrées. Dans le fond, c'est vraiment ça exige des chercheurs ou toute personne qui fait de la recherche avec les utilisateurs des connaissances de former des partenariats, en fait, et de s'engager dans un processus de collaboration. L'application des connaissances à deux types, je viens de vous décrire l'application des connaissances intégrées, mais ce qu'on connaît ou ce pourquoi on a été formé généralement à la maîtrise, doctorat, c'est l'application des connaissances fin de projet. Donc, c'est ce qui est standard là, de faire une conférence, de publier un article, de diffuser un peu ici et là. Mais vous pourrez voir que c'est des modes de dissémination qui sont quand même, diffusion, qui sont quand même assez passifs et qui peuvent avoir un impact sur une audience ciblée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Marielle. Donc, nous, on travaille vraiment selon l'approche d'application des connaissances intégrées. Le modèle Knowledge to Action de Graham est un bon modèle, entre autres, pour orienter ces pratiques-là. Et on l'utilise parce qu'à l'intérieur de l'équipe, et c'est la façon dont les agents de recherche travaillent, c'est la façon dont je travaille, et on forme les patients et les étudiants également à travailler, c'est une méthode de travail. Donc, quand on décide qu'on fait des activités de transfert de connaissances et qu'on amorce des démarches partenariales avec tout type d'utilisateurs des connaissances, il faut accepter que c'est rendu une façon de travailler et que cette façon-là n'est pas, je dirais, optionnelle. Donc, tout projet de recherche, toute question de recherche, tout projet qui est à l'intérieur de notre équipe est toujours soumis au ballottage, soit à des patients, des infirmières, des cliniciens, des décideurs. Et l'objectif, c'est de challenger ces questions de recherche-là, la pertinence de ces questions, pour être certain que ça fasse du sens pour les utilisateurs des connaissances. L'autre objectif aussi de ça, c'est de s'assurer que le projet qu'on va développer en partenariat avec l'utilisateur, on va aller chercher l'engagement des utilisateurs des connaissances dans le processus. Et comme ça va être plus facile de le réaliser, de l'implanter et de diffuser les connaissances après. Donc, et ça réduit. Certains peuvent penser, oui, c'est vrai que faire du partenariat en transfert des connaissances, ça allonge les échéanciers de recherche parce qu'on doit se donner le temps de développer des relations authentiques et de co-créer les connaissances ensemble. Cependant, à long terme, c'est payant parce qu'on a un retour sur l'investissement, parce que les milieux cliniques nous rappellent, lorsqu'on a des nouveaux projets à démarrer, les milieux sont d'accord parce qu'ils nous connaissent, parce que d'expérience, les milieux travaillent avec les chercheurs
en qui ils ont confiance et pour lesquels ils savent que lorsqu'ils vont donner du temps, il va y avoir un retour sur l'investissement. La même chose pour les patients. Donc, oui, travailler en application des connaissances intégrées, ça demande du temps et une façon de faire qui nous demande de revoir, je vous dirais, les pratiques qu'on a apprises qui sont plus linéaires en recherche, mais en bout de ligne, après plusieurs années d'expérience, c'est basé sur mon savoir expérientiel, je peux vous dire que ça permet de réduire, entre autres, les démarrages de projets ou l'implantation des projets à ce niveau-là. Prochaine diapositive. Merci beaucoup. Donc, l'application des connaissances intégrées, c'est vraiment, je vous dirais, un processus et une façon de travailler. Là, on a chercheurs, mais gardez en tête que chercheurs, c'est chercheurs, agents de recherche, étudiants qui font de la recherche et les personnes pour qui les connaissances sont générées. On part toujours du principe que dans nos projets, on a des co-responsables scientifiques de projet et on a des co-responsables, je vous dirais, expérientiels de projet. Ça peut être des patients partenaires, des infirmières, des professionnels de la santé ou des décideurs. Et bien souvent, dépendamment de la structure du projet, on va avoir toutes les catégories d'utilisateurs des connaissances. L'objectif de ça, c'est vraiment de créer un projet qui fait du sens pour eux. On parle beaucoup de soins centrés sur la valeur, en fait, et l'approche d'application des connaissances intégrées permet de donner de la valeur au travail des équipes de recherche parce qu'on sait qu'on travaille sur les bons objectifs. Et la deuxième chose, c'est que ça donne de la valeur aussi à la voix des patients, à la voix des cliniciens, à la voix des décideurs en considérant ce qui est vraiment important pour eux à l'intérieur des projets de recherche. Prochaine diapositive. On intègre aussi dans nos approches, oui, l'approche de connaissances intégrées, mais on se réfère souvent au Knowledge to Action Framework de Graham. Et en fait, ce projet-là, c'est le modèle qui dit que en fait, on doit produire ou on s'intéresse à la production des connaissances à différents niveaux. Donc, ça, c'est l'espèce de trapèze inversé à l'intérieur de la roue. Mais ce que vous trouvez autour de la roue, en fait, c'est le processus de création ou de co-création des connaissances. Et vous pourrez voir que peu importe l'état où vous êtes dans votre projet ou, je dirais, l'état de l'avancement de votre question de recherche, on peut quand même toujours se situer autour de cette roue-là, dépendamment des projets. Bien sûr, il y a des projets où on va faire l'ensemble de la roue, ou il y a des fois des projets qu'on va faire, par exemple, une partie de la roue. Je penserais entre autres à un projet où on ferait une pré-implantation ou une analyse des besoins avant l'implantation d'un projet. Bien, on se situerait au niveau de déterminer les savoirs, identifier les corps et adapter les savoirs en contexte réel. Ensuite, lorsqu'on fait une étude d'implantation, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va aller vraiment sélectionner, adapter, puis mettre en œuvre, puis aller évaluer les résultats. Donc, voyez-vous, dépendamment des types de projets, bien, on peut se positionner. Ce cadre-là qui est vraiment intéressant dans le cadre d'une programmation d'une chaire ou d'une équipe de recherche ou d'un chercheur boursier ou d'une programmation d'un chercheur junior, parce que ça permet de camper où on se situe dans le développement des connaissances et de cibler quelles seront les étapes subséquentes à différents projets. Donc, si on fait un devis de synthèse, par exemple, bien après, bien, ce devis de synthèse-là va orienter une étude de faisabilité ou une étude pilote ou un essai contrôlé randomisé ou une étude expérimentale. Bien, ça permet justement de voir comment ça met des morceaux de puzzle, je vous dirais, dans la programmation ou dans les activités de recherche d'une équipe, d'un programme ou d'un groupe de recherche. Prochaine diapositive, Marie. Un autre modèle qu'on apprécie particulièrement, c'est le système de santé apprenant et le système la philosophie du système de santé axé sur la valeur. Pourquoi? Parce que dans notre, je dirais, parcours cognitif d'équipe de recherche, tout ça faisait du sens. Donc, pourquoi on co-crée de la valeur? Pourquoi on co-crée des connaissances avec des utilisateurs des connaissances? C'est pour donner de la valeur à ces travaux-là, pour qu'ils soient plus facilement implantables et pour donner une voix aux personnes qui souvent ont été mises de côté dans la création des connaissances. Et pourquoi on utilise également le système de santé apprenant? Bien, c'est tout simplement que la production de connaissances, donc les données qui sont générées par la recherche, doivent retourner en temps réel rapidement à toute personne pouvant utiliser les connaissances, patients, cliniciens, décideurs, entre autres, pour une prise de décision basée sur les données probantes. Donc, de travailler avec des modèles de partenariat en transfert de connaissances, comme l'application des connaissances intégrées, c'est une façon de donner ou de redonner et partager les données au fur et à mesure d'un projet de recherche, par exemple, et ça donne un levier, en fait,
aux utilisateurs des connaissances pour générer du changement en temps réel. Donc, cette approche-là permet vraiment, puis il ne faut pas avoir peur de diffuser des données de processus, des données d'effets, je vous dirais, préliminaires ou des effets, des observations qu'on a faites en cours de projet, entre autres quand on utilise des devis de sciences d'implantation, pour aller, je vous dirais, moduler ou soutenir le changement à l'intérieur du milieu. Et ce n'est pas une contamination en soi, c'est-à-dire que quand on utilise des devis de sciences d'implantation avec l'analyse développementale, entre autres, bien, ça nous permet vraiment d'aller générer du changement et de soutenir le changement et de comprendre dans quelles conditions ce changement-là est effectué. Donc, et c'est tout à fait différent de l'application des connaissances en fin de projet où on va aller produire un article scientifique qui va être lu par des chercheurs. Parce que dans le fond, les gens avec qui on fait de l'application des connaissances intégrées ne sont pas du tout la même audience qui vont lire nos articles en fin de projet. Donc, ça permet vraiment de s'assurer de réduire, pensez aux 17 ans qu'on a nommé tout à l'heure, ça permet vraiment de réduire l'écart, justement, entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qui marche ou ce qui ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui ne marchent pas et qu'on est capable de diffuser en temps réel, qui vont ensuite générer du changement à l'intérieur des milieux cliniques avec lesquels on travaille. Prochaine diapo et je passe la parole à Vanessa. Marie-Ève, donc on l'a vu, hein, il y a plusieurs types d'utilisateurs de connaissances là, qu'on peut rencontrer lorsqu'on parle d'approche d'application des connaissances intégrées. Donc, l'un de ces types d'utilisateurs de connaissances-là, c'est les patients et patientes partenaires. Donc, c'est vraiment une partie prenante du processus de recherche. Nous, en tout cas, c'est vraiment un fondement important dans notre équipe, là, puis je pense qu'on se distingue d'ailleurs avec cette composante-là qui est très forte. Donc, dans le fond, les patients, un type d'utilisateur de connaissances, c'est vraiment essentiel. C'est un message clé, essentiel pour les travaux de recherche de les intégrer. Puis là, on parle pas de patients comme participants de recherche, on parle vraiment de patients impliqués à différentes étapes des projets. Donc, on part d'une co-responsabilité de projet, comme Marie-Ève en parlait un petit peu avant, jusqu'à la présentation de la diffusion des résultats lors de conférences, là, par exemple, ou de webinaires comme aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'essence même de la recherche partenariale qu'on connaît peut-être plus un peu, qui est un concept là où on va combiner des acteurs de différents milieux, en fait, là, dans une collaboration qui est continue. Donc, on va pas seulement solliciter à un moment pour une question précise, c'est vraiment un processus, c'est de manière continue à travers l'ensemble du projet. Tout dépendamment, évidemment, de la disponibilité, des intérêts, des compétences aussi des patients et patientes partenaires. Chacun a son profil, chacun a ses intérêts, chacun a son expertise particulière, la petite touche qui vient être ajoutée au projet de recherche. Donc, c'est du cas par cas, mais il faut trouver justement la bonne personne pour le bon projet. Où est-ce que la vision de l'équipe de recherche et la vision du patient ou de la patiente partenaire vont se rejoindre pour faire une vision commune, là, dans le fond, pour atteindre l'objectif du projet. L'une des patientes partenaires avec qui on travaille régulièrement dit souvent que le patient partenaire n'est pas une plante verte que l'on invite là, lors de rencontres puis qui va juste assister passivement à des discussions ou va faire simplement un témoignage de ce qu'elle peut vivre au quotidien avec sa maladie. Donc, ces gens-là vont vraiment contribuer pleinement au processus de recherche, à la création des questions de recherche, puis de manière active là, tout au long du projet. Donc, on va utiliser également la méthode de co-construction que plusieurs peut-être connaissent déjà. Donc, l'ensemble de nos projets vont impliquer encore une fois une collaboration de tous où chacun va être sur le même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas de hiérarchie là, dans notre équipe au niveau du fonctionnement ou des idées. Donc, une des astuces là, qu'on va utiliser pour s'assurer que tout le monde se sente à l'aise de parler, d'exprimer ses idées, que tout le monde se sent égal, en fait, là, lors des rencontres, entre autres, c'est on n'utilisera pas, ou en tout cas très peu les titres. Les professeurs, les docteurs, tout ça, c'est José, c'est Madame Bouchard, c'est Monsieur Potvin. Donc, on oublie les titres un petit peu, puis on est juste des gens autour d'une table qui échangent, qui avons chacun notre expertise, nos expériences, notre bagage, puis on échange sur le même pied d'égalité. Donc, ces patients-là ont un savoir expérientiel que l'on doit considérer
dans les projets de recherche, dans les initiatives et dans la vulgarisation scientifique et le transfert de connaissances. Suivante, Marie-Ève, s'il te plaît. Donc, la recherche partenariale avec les patients et patientes partenaires. Donc, c'est vraiment pour donner une voix euh, aux patients, qui sont les seuls, en fait, experts de leurs conditions de santé au quotidien. Et dans le fond, ça permet d'augmenter l'impact des projets de recherche. Parce qu'on va s'assurer, comme Marie-Ève le disait, un peu d'avoir le point de vue des patients, du terrain, et qu'on ne reste pas dans nos murs à l'intérieur des universités pour faire des projets qui ne feront pas de sens finalement, une fois atterris sur les milieux. Donc, ça nous permet vraiment leur expertise, ça nous permet de s'assurer qu'on a assez vulgarisé les données de recherche, que les messages clés sont clairs. Euh, Puis ça permet également là, de donner, je peux dire, une dimension humaine aussi à des données qui parfois sont très théoriques. Puis c'est des concepts qui font pas de sens concrètement là, pour plusieurs. Donc, en ayant les patients, puis ça, on l'observe vraiment souvent, les professionnels de la santé, les équipes cliniques, les décideurs se sentent plus interpellés lorsqu'il y a des patients ou patientes partenaires là, d'impliquer au niveau de la création des outils de transfert de connaissances et de la diffusion également. Suivant. Donc, voici un peu la boucle de gouvernance de la chaire là, dans notre équipe, la façon qu'on fonctionne en fait dans l'ensemble des projets. Donc, Marie-Ève va partager la co-responsabilité d'un projet de recherche avec une patiente et un patient partenaire. On peut ajouter, selon le projet, un clinicien justement ou un décideur qui va avoir une expertise hyper pertinente pour la question de recherche. Ensuite, on va avoir notre équipe professionnelle de recherche, les étudiants, qui vont venir enrichir, bonifier, contribuer à la réflexion du projet de recherche pour le mener à la réalisation et à l'obtention des résultats de recherche. On a parfois également des co-chercheurs, donc on a besoin justement d'avoir encore plus une vision plus large, d'aller chercher une expertise. On est vraiment fan de plus on a de côté de la boîte. Marie-Ève utilise souvent ça, donc on essaie d'avoir toutes les faces du cube pour s'assurer de pas avoir d'angle mort dans les résultats qu'on produit, euh, puis d'avoir vraiment des résultats qui font du sens pour tous. Donc, ensuite, on a des comités aviseurs. Donc, c'est des comités qu'on va rencontrer 1 à 2 fois par année. Ces comités-là vont être composés, encore une fois, ça peut être des chercheurs, ça peut être d'autres patients, des équipes cliniques, ça peut être des décideurs, des membres de la communauté. Et on va discuter, dans le fond, du projet en tant que tel. On peut discuter de méthodologie, puis on va surtout aussi discuter des résultats. Lorsqu'on va avoir des résultats préliminaires, donc on commence notre collecte de données, on commence à avoir des petits résultats, on va aller discuter, on va aller échanger. Puis ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des résultats parce que des fois, on a des résultats surprenants, puis là, on se pose des questions. Puis là, on va en parler avec le comité aviseur, puis là, il nous raconte des choses qui font bien du sens, puis qui viennent nous aider vraiment à comprendre la nature des résultats, puis qui vient contextualiser, dans le fond, les résultats que nous, on a recueillis. On a également, en bas, là, vous voyez café-échange. Donc, on réalise 2 à 3 café-échanges par année. Donc, c'est des rencontres où d'autres patients partenaires sont invités, durant lesquels on discute encore une fois. C'est vraiment un partage, des échanges. On va discuter des résultats de recherche. Est-ce que ça fait du sens? Ce serait quoi la suite logique avec ces résultats-là? Comment on devrait les partager avec les différents utilisateurs de connaissances? Et on va même aussi parfois carrément leur demander, bon, on a du temps, c'est rare. Quand on a du temps, OK, on fait un nouveau projet de recherche. Qu'est-ce qui serait pertinent là, dans votre expérience à vous, selon ce que vous connaissez des soins primaires dans notre cas? Qu'est-ce qui serait pertinent d'aller voir, d'aller mesurer? Puis, on essaie d'identifier carrément de nouvelles questions de recherche lors de ces rencontres-là. C'est assez unique, les cafés-échanges. On a d'ailleurs remporté un prix Hippocrate l'année dernière pour souligner l'innovation là, de ces rencontres-là. Suivant. Si je peux me permettre, mais Oui, vas-y. on fonctionne vraiment, là, la structure de l'équipe est frontièrement ancrée dans l'approche de transfert de connaissances.
Et on fonctionne vraiment en pyramide. Nous, on dit la pyramide inversée, là. C'est-à-dire que c'est pas le chercheur qui est en haut puis tout le monde est en bas. Je me sens comme plus en bas puis tout le monde me propulse vers le haut parce que c'est les expertises multiples, en fait, qui nous permettent de relever les défis, de relever la qualité des projets de recherche qu'on en fait, mais surtout la portée de ces projets-là. Projets une fois terminés, mais aussi projets en cours, parce qu'avec la structure qu'on a développée à l'intérieur de l'équipe, c'est la somme des parties forme le tout et chacun devient à sa façon porteur de messages des différents projets ou thématiques qui sont étudiés et réalisés dans l'équipe de recherche. Donc, si quelqu'un, un étudiant, un patient, un agent de recherche est visible par les projets, puis que ce projet-là, ça donne écho à un milieu clinique, tout ça, bien, nous, ça fait rayonner l'équipe et ça fait rayonner les projets et ça diffuse les connaissances. Et pour nous, c'est ça qui est vraiment important. Et c'est ça qui est un réel levier de changement à l'intérieur de l'équipe. Bien sûr, ça demande une infrastructure, ça demande, il y a un éléphant blanc dans la pièce, ça demande une structure financière aussi qui permette de le produire. Et on n'aurait pas pu produire cette structure-là d'équipe sans, en fait, les fonds de démarrage de la chaire Crémus là, qui m'ont été octroyés en début de carrière. Mais comment maintenant on peut continuer parce que la chaire tombera à échéance en 2025, mais comment on peut continuer cette structure-là à l'intérieur même d'une équipe de recherche? Bien, c'est de prévoir justement des lignes budgétaires à l'intérieur de toutes les subventions qui nous permet vraiment de maintenir cette structure-là de transfert des connaissances intégrées. Si vous êtes un étudiant, vous dites, ben moi, Marie-Ève, je m'excuse, c'est bien beau, mais je n'ai pas de fonds pour ça. Bien, il y a des ressources, en fait. C'est soit, des fois, on peut aller chercher des petites enveloppes budgétaires dans des centres de recherche pour le partenariat patient. On peut aussi mobiliser la structure autour de notre directeur de recherche ou de notre centre de recherche ou de notre faculté pour aller générer du savoir ou consulter. Il y a l'unité de soutien du système de santé apprenant aussi qu'on peut faire des demandes de services. Il y a des antennes partenariat patient auxquelles vous pouvez demander des demandes de services qui peuvent aller aussi, vous pouvez soumettre au ballottage vos projets de recherche puis aller chercher du soutien en partenariat patient ou utilisateur des connaissances. Donc, si jamais vous êtes un étudiant ou un chercheur qui désire avancer dans cette approche-là, contactez-moi, on en reparlera. Mais le financement n'est pas un frein à mettre en place une structure de travail de cette façon-là. Il faut juste bien la planifier. Puis, je vous dirais que nous, ça s'est bâti sur cette structure-là, sur 7 à 8 ans là, de travail d'équipe. Donc, Vanessa et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant, mais on n'aurait jamais pensé vous présenter il y a 5 ans une structure d'équipe qui a l'air de ça. On l'a bâti petit à petit avec Marie-Dominique, patiente partenaire, et un décideur et un utilisateur des connaissances à la fois. Et ce qui est prioritaire pour nous, c'est que chaque agent de recherche ou étudiant ou patient qui embarque dans notre équipe adhère à cette philosophie-là. Et une de notre priorités, oui, c'est le savoir scientifique, mais c'est aussi de générer un savoir collectif pour que cette personne-là maîtrise l'approche partenariale que nous, on priorise dans l'équipe pour transférer des connaissances de façon cyclique et temporelle, longitudinale à l'intérieur de tout projet de recherche qui est fait à l'intérieur de l'équipe. Vanessa, je te repasse la parole. Merci. Donc, c'est un peu là, une diapo résumée de nos approches, puis sur un échéancier là, plus classique pour un projet. Donc, avant le projet, on va vraiment choisir les stratégies qu'on va utiliser là, une approche globale. Ça va ressembler à quoi? Encore une fois, on va solliciter des acteurs clés en lien avec la question de recherche. Évidemment, on s'assure que l'équipe est solide et diversifiée. On a tous les côtés de la boîte. On fait souvent avec cette image-là, mais c'est vraiment important. Puis, on va vraiment intégrer au protocole de recherche une section transfert de connaissances avec un plan, vraiment. Fait qu'on réfléchit ça en amont. Ce plan de transfert-là, c'est aussi important pour nous que la section méthode, collecte de données dans nos protocoles, là. C'est une section qu'on travaille minutieusement. Puis, on va intégrer, comme Maria le disait, il y a des coûts associés à ça. Donc, ça également, là, il y a toujours une ligne budgétaire pour la production des outils de transfert de connaissances, que ce soit des balados, des infographies, des capsules animées. Il y a des coûts reliés à ça. Donc, on les ajoute vraiment toujours dans nos demandes de financement.
tout ce qui est production d'outils de transfert de connaissances. Ensuite, pendant le projet, ben là, on ajuste un peu notre approche, nos outils, qu'est-ce qu'on avait réfléchi au départ, parce que, bon, vous savez, les soins de santé en général, soins primaires, s'il y a beaucoup de mouvances, ça change vite, il faut s'adapter, il faut être agile. Donc, des fois, on a une super bonne idée au départ, mais finalement, on arrive, puis on peut pas l'appliquer. Donc, par exemple, si on avait prévu des ateliers avec des équipes cliniques pour partager les résultats, mais les équipes sont pas disponibles finalement, ben là, il faut retourner à notre planche à dessin, puis réfléchir à d'autres moyens pour transférer nos connaissances, puis s'assurer que ce savoir collectif-là va être partagé, utilisé, puis va pouvoir être générer en fait du changement là, dans les milieux cliniques, là, que ce soit au bout, améliorer les services offerts aux patients ou encore améliorer les pratiques des professionnels puis le quotidien des professionnels de la santé. Donc, en fin de projet, on va finaliser là, vraiment l'ensemble des outils de transfert de connaissances. On essaie toujours de réfléchir à la pérennité aussi pour que ça soit pérenne dans le temps, là. Donc, on veut pas des outils qui vont servir juste une année. On essaie d'avoir une vision vraiment plus long terme. Puis on va choisir aussi les canaux de communication. Si on veut rejoindre plus les décideurs, si on veut plus grand public, on va aller plus médias sociaux. On peut utiliser les structures des établissements de santé aussi, les autres professionnels. Donc, tout dépendamment de l'auditoire qu'on veut rejoindre, on va aller vraiment cibler le bon canal de communication puis le bon outil dans le fond. Suivante. Il y a différentes façons, en fait, qu'on peut utiliser. Vanessa en a donné des excellents. Je vous dirais que l'important, c'est de cibler. Nous, on fait de la, on se fait à dire qu'on fait de la transfert de connaissances multimodales. C'est-à-dire chaque projet, que ce soit en fin de projet ou en cours de projet, va générer plusieurs produits de transfert de connaissances. Donc, un produit de transfert de connaissances, c'est une façon, qu'elle soit orale, papier, technologique, je vous dirais, de diffuser des avancées ou des résultats liés au projet de recherche. Ça peut être un article scientifique, un affiche scientifique, un résumé. On est très fort sur les infographies parce que ça se lit rapidement et ça capte l'audience rapidement. On fait aussi deux types de publications. Je vous dirais, on vise toujours des audiences scientifiques pour publier la science qui est générée. Et on fait toujours aussi des articles, je vous dirais, à plus visée professionnelle, locale, parce que l'audience québécoise francophone avec qui on veut travailler, c'est pas elle qui va lire notre article scientifique en anglais de méthodologie des résultats avec les valeurs clés. Donc, chaque article, si on publie un article, c'est sûr qu'on va faire une infographie sur cet article-là pour vulgariser les informations intéressantes différemment des audiences. Puis si on touche les patients, les cliniciens, les décideurs, il va y avoir probablement 3 infographies qui vont dire similairement les mêmes choses, mais qui vont utiliser des termes ou des stratégies qui vont capter ce qui est important pour l'audience. Parce que ce qui est important pour un patient n'est pas nécessairement important pour un décideur. On ne vise pas les mêmes choses. On utilise également beaucoup les médias sociaux pour vulgariser les avancées, ce qu'on a observé dans les dernières années. Puis, ça s'est parlé justement à un panel aussi la semaine passée sur lequel l'équipe siégeait. Mais il y a une place à prendre des chercheurs et des équipes de recherche et des patients partenaires en recherche dans la société pour refaire valoir les prises de décision basées sur la science. C'est encore plus important avec maintenant la désinformation, l'accessibilité de l'information, les algorithmes sur les médias sociaux qui nous coulent de la mésinformation. Donc, il y a un devoir, je vous dirais, citoyen des équipes de recherche d'être visibles pour diffuser de la science ou des données probantes, justement, pour soutenir les prises de décision citoyennes politiques. Je pense que ça doit faire partie des compétences qu'une équipe de recherche doit développer si on veut que notre recherche soit utilisée. La recherche aussi, ça est beaucoup soumise au contexte dans lequel elle évolue et par ça, je veux dire qu'il y a des momentum politiques et cliniques. On peut travailler sur un sujet qui est vraiment hot toute notre vie. On va attendre 20 ans l'opportunité de financement, puis bang, il y a une opportunité de financement, puis là, notre projet va vraiment changer. Les choses et les données qu'on va avoir générées vont vraiment changer. Donc, c'est important d'être à l'affût de ces fenêtres-là, politiques, je dirais cliniques, citoyennes, pour voir comment nos projets de recherche peuvent venir générer du changement. C'est aussi le travail du chercheur de réfléchir à comment les projets qu'on fait viennent combler des besoins actuels dans la société. Parce que tous les projets qu'on fait sont pertinents.
Donc, on ne travaille pas pour quelque chose qui n'est pas pertinent. Et c'est à nous de travailler le message pour démontrer aux gens qui vont utiliser les données de ce projet-là que oui, ce projet-là entre en adéquation avec le plan stratégique ou va venir combler un besoin des patients ou va venir aider la pratique professionnelle des infirmières. Donc, c'est vraiment à nous de développer un langage qui va faire en sorte que les gens vont adhérer. Et l'approche de transfert des connaissances intégrées et de s'accompagner d'experts, patients, cliniciens, décideurs à l'intérieur des projets, ça nous permet d'aller capter le langage et les nuances des audiences pour qu'après ça, ça soit plus facile pour nous de vulgariser la science. Vous allez voir aussi, prochaine diapositive, c'est que la bonne méthode, et ça, il faut trouver vraiment la bonne méthode et la bonne audience. Et quand vous prévoyez des activités de transfert de connaissances à l'intérieur de vos projets ou de votre programmation de recherche, c'est important, on en a parlé, mais de prévoir différents types d'activités qui vont vous permettre d'aller chercher des niveaux d'interaction variés. La publication scientifique, on n'a pas le choix, on ne s'en sort pas. Ça fait partie des critères d'évaluation, entre autres, de notre productivité. Je pourrais vous en parler longtemps. Oui, il faut le faire, mais il faut faire d'autres choses également. Et quand on fait de la science, de l'implantation, de la recherche partenariale, de la recherche qualitative, bien, c'est clair qu'on ne peut pas sortir 4 articles sur le même sujet en 3 mois, là. Comme un chercheur fondamentaliste ou quantitatif avec de grandes banques de données que les méthodes se reproduisent. Donc, le truc que je peux vous donner, nous, on essaye toujours d'avoir un article en rédaction, un article soumis, un article en révision. Puis comme ça, bien, ça nous permet de pallier au délai de révision de certaines revues que ça prend 12 mois. Ça nous permet d'avoir une sortie d'article qui est quand même assez régulière, donc parce qu'on sait qu'on en a toujours un qu'on travaille, un qui est soumis, puis un qu'on doit réviser. Fait que ça permet d'avoir un flot comme ça de publication qui sort tranquillement à une temporalité régulière. C'est important de prévoir des conférences également, mais ça peut être des conférences, oui, scientifiques, mais aller toucher les audiences patients, aller voir les organisations patients citoyennes, aller voir les organismes communautaires, aller voir aussi les organismes professionnels. C'est ces gens-là qui vont générer du changement. Oui, la conférence scientifique, elle est primordiale pour aller diffuser la science, réseauter, chercher nous-mêmes de la science pour améliorer notre savoir méthodologique et scientifique. Mais ce n'est pas cette conférence-là qui va venir générer du changement dans le milieu clinique, dans la région dans laquelle vous travaillez. Ça va venir consolider votre expertise d'équipe, ça va venir faire des liens de collaboration peut-être avec d'autres équipes régionales, provinciales, nationales. Il faut le faire, mais il faut faire aussi des conférences à visée locale pour pouvoir générer du changement. L'angle aussi, nous, qu'on a pris, on a parlé de l'andragogie un petit peu tout à l'heure. L'angle qu'on a pris dans l'équipe, c'est aussi, on fait beaucoup de projets d'intervention en formation continue. Donc, la façon dont on implante les innovations en soins primaires, on prend l'angle, je vous dirais, de l'andragogie, de la formation continue, qui devient un défi d'intervention, en fait. Donc, des fois, l'intervention, la formation fait partie de notre intervention dans nos projets. Mais des fois, on a déjà eu des subventions, d'ailleurs, subvention du RISIC il y a quelques années, où un projet nous a permis de produire une trousse de transfert de connaissances sur la prise de décision partagée des infirmières en soins primaires. Et cette trousse-là a été, la formation vulgarisée, diffusée par cette trousse-là a été faite aux 300, 500 infirmières, si je me souviens bien, Vanessa. Donc, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire de la formation en intervention à l'intérieur des projets, mais vous pouvez aussi faire de la formation en fin de projet pour diffuser les résultats de vos connaissances. Finalement, table ronde, les pratiques collaboratives, comme on a dit, comité aviseur, ces choses-là, ce sont toutes des choses à haut niveau d'interaction qui vont venir générer du changement et chercher l'engagement en temps réel. Donc, prochaine diapositive, juste pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on est capable de faire dans l'équipe. Sachez par exemple que c'est le résultat d'un réel travail d'équipe. Donc, moi, j'ai des idées, puis après ça, puis l'équipe ont des idées, puis on regarde comment on peut faire ça ensemble. On a fait 3 outils d'aide à la décision, par exemple, pour soutenir la prise de décision partagée dans différents contextes. On fait des boîtes à outils aussi, toolkit pour diffuser les connaissances issues de la recherche avec différents médias, avec différentes façons d'appliquer. On est très fort des pas à pas, parce que ce qu'on observe, c'est que les cliniciens veulent souvent des quick wins. Donc, oui, tu me dis que ton projet est efficace, puis oui, tu me dis qu'on doit améliorer l'expérience patient, par exemple. Mais comment je dois le faire? Moi, j'ai besoin que tu me donnes des stratégies concrètes parce que le clinicien
n'a pas nécessairement le temps dans son pattern cognitif au day-to-day d'aller réfléchir à comment améliorer l'expérience patient, par exemple. On fait beaucoup de capsules vidéo, des formations, de balados, des tableaux de bord, en gros, pour vulgariser des données quantitatives qui pourraient être difficilement intelligibles pour une audience patient, par exemple, ou qui ne connaissent pas le concept. Dans ce cas-ci, c'est l'expérience de soins ou la santé. Prochaine diapositive. Je donne ici un aperçu de ce qu'on est capable de faire. On a une signature graphique qui commence à être assez connue, je vous dirais, dans le domaine des soins primaires. On lève notre chapeau à Amélie Fournier de notre équipe, qui est infirmière, mais également graphiste, vulgarisatrice à l'intérieur de notre équipe. On a fait le pari, Vanessa et moi, il y a quelques années, on avait eu un projet financé par le Fonds de recherche en santé du Québec pour former les infirmières et les travailleurs sociaux qui travaillaient en GNF. Et suite à ce projet-là, on avait tellement des besoins de formation et de vulgarisation qu'on s'est dit, on engage, on travaille avec un graphiste. On avait besoin de cette expertise-là. Et je vous dirais que ça a vraiment permis de développer une stratégie, des activités de transfert de connaissances en cours de projet et en fin de projet qui avait davantage d'impact, en fait, sur les gens avec qui on travaillait. Cette personne-là, en fait, en plus, nous, comme on dit, là, ça fait partie, on l'inclut tout le temps dans nos projets, mais on la partage aussi avec d'autres équipes de recherche. Donc, ça nous permet justement d'assurer la longévité de ce modèle, je dirais, d'affaires. Si je peux parler en termes de structure d'équipe. Donc, on est certain de pouvoir avoir l'expertise d'un vulgarisateur à l'intérieur de notre prochaine diapositive. On est présent sur différents blogs, réseaux sociaux, sites Internet, on fait des balados, on fait plein de choses. L'important, c'est de s'amuser, mais de trouver la balance aussi parce que la vulgarisation et l'application des connaissances ne doivent pas être fait au profit de la recherche de qualité, de la production de savoir de qualité. Et donc, il faut vraiment trouver la balance. Il faut avoir des bons plans de transfert de connaissances intégrés qui nous permettent, toujours basés sur l'efficience et le respect de l'échéancier des projets, et qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact auprès des audiences. Donc, il faut vraiment trouver la balance. Et le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le modèle qui fonctionne pour notre équipe, parce qu'il est porté parce que nous, on trouve important nos valeurs et ce qu'on trouve important en recherche. Mais je vous dirais que c'est à chaque équipe ou à chaque professionnel en recherche, chercheur, étudiant, de trouver ce que lui aime. Il y en a qui font des BD, par exemple. Donc, il faut trouver ce que vous trouvez intéressant et qui va toucher l'audience. Et ce qui fonctionne, moi, pour ma clientèle en soins primaires, et peut-être pas ce qui va fonctionner, par exemple, pour une clientèle en santé mentale, pédiatrique ou de personnes âgées. Donc, c'était vraiment important je dirais, d'avoir d'être capable d'être malléable dans nos plans de transfert de connaissances intégrés et en fin de projet. Finalement, mais on sait que nos projets fonctionnent. On sait que la vulgarisation et l'application des connaissances intégrées fonctionnent. En date, là, tout ce qu'on fait à date là, pour 2024, on est à décembre, là, on a 11 mois de fait, et on a touché plus de 91 000 personnes avec ce qu'on fait à l'intérieur de nos projets, tant sur Facebook, LinkedIn, par exemple. Nos pages sont visibles, nos outils sont visibles, les gens nous contactent. On voit des cliniciens se promener avec nos one-page dans les milieux cliniques. Donc, on sait que ce qu'on fait, ça fonctionne. On sait aussi que quand on fait des trousses d'éducation post-projet, par exemple, je vous ai parlé de la trousse de prise de décision partagée, mais cette trousse-là a été utilisée par plus de 500 infirmières au Québec en ce moment. On a fait un autre projet canadien sur la formation des infirmières en soins primaires et ce modèle-là de transfert des connaissances intégrées, de la façon dont on le conçoit, on a été capable de faire un projet dans 10 provinces, puis à date, ce projet-là a touché aussi plus de 500 infirmières. Il a été lancé depuis quelques mois, là, presque un an. Donc, ce projet-là a aussi touché 500 infirmières à ce jour, puis touché les gens qui ont fait la formation générée par le projet. Donc, on sait que ce qu'on fait, ça fonctionne et que ça développe un intérêt de la communauté infirmière, entre autres, à avoir accès à du contenu pédagogique qui est basé sur la production de connaissances provenant d'une équipe de recherche. Nos conseils en vrac, et on va pouvoir prendre vos questions, échanger avec vous, mais il faut vraiment réfléchir en amont à qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez générer du changement, mais surtout comment vous voulez travailler en respectant une approche de transfert de connaissances intégrée et en fin de projet. Pourquoi? Parce que ça va devenir votre guide sur qu'est-ce que je priorise, où je mets le financement, avec qui je travaille. Il faut également prévoir du temps. N'ayez pas peur quand vous soumettez des projets, par exemple, de bien justifier
d'expliquer l'échéancier et d'expliquer pourquoi vous avez besoin de 3 mois supplémentaires ou 6 mois en fin de projet. Pourquoi vous avez besoin d'un budget pour faire une trousse à un toolkit là, à la fin de votre projet. Expliquez-le. C'est important de sensibiliser les audiences scientifiques à la vulgarisation et au transfert de connaissances. Planifier les coûts. Nous, à ce jour, on n'a jamais eu un réviseur qui nous a dit que nos coûts n'étaient pas autorisés. En fait, c'est toujours très bien valorisé la façon dont on justifie puis on démontre qu'on va avoir de l'impact réel dans le vie. Finalement, n'ayez pas peur d'être créatif. L'application des connaissances intégrées, ça vient donner, je vous dirais, un souffle de l'envol au projet de recherche. Fait que n'a de limite que votre imagination et le budget que vous aurez pour le faire, mais en transfert des connaissances, tout peut se faire. Par exemple, on a vu Richard Fleet de l'Université Laval dans les dernières années vulgariser de la science avec des artistes du théâtre. Donc, c'est des choses qui se font, c'est des choses qui font du sens pour les gens et qui permettent vraiment de capter la science comme d'une façon qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir vulgariser la science il y a de ça, par exemple, 20-30 ans. Donc, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'y mettre votre couleur. Amusez-vous à travers ça, puis je vous dirais que c'est ça qui va redonner du sens aussi des fois au travail des équipes de recherche dans un rythme de productivité ou d'effréné ou du fait qu'on n'a pas le temps dans le milieu académique. J'ai déjà parlé en fait la prochaine diapo, là, mais c'est un peu l'impact des projets de transfert de connaissances. Il y a des grilles aussi, il y a des indicateurs de transfert de connaissances en sciences d'implantation qu'on peut utiliser pour aller bien monitorer aussi l'impact des transferts de connaissances qu'on fait. Je vous invite à les consulter, c'est accessible, ça peut même être intégré dans vos programmations ou dans vos projets de recherche. Ça ajoute un plus-value sur le fait que vous voulez vraiment être capable de capter et voir si vous êtes capable de générer du changement. Je vous dirais que ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est que le changement n'est pas toujours ce qu'on observe. Donc, le changement, ce n'est pas toujours une amélioration de l'effet chez le patient, mais on peut observer des changements de culture, des changements philosophiques, c'est un processus aussi qui est modifié en milieu clinique. Donc, ça nous permet de reconcevoir l'impact réel des projets et de l'intégration des données probantes en temps réel dans le milieu clinique. Je vous remercie de votre attention. On serait prêt à prendre vos questions, commentaires, réactions. Merci beaucoup à vous pour votre présentation. Pour ma part, moi, je peux dire, je pense que c'est assez impressionnant de voir l'exemple concret d'une équipe qui a réussi, je pense qu'on peut dire, à incarner ou à opérationnaliser de manière aussi claire, structurée, les principes, valeurs, les stratégies qu'on associe au transfert intégré des connaissances et au partenariat avec les patients. Donc, comme le professeur Poitras vous le mentionnait, on vous invite dès maintenant à poser vos questions à l'écrit à nos conférencières en utilisant la fonction Q&A au bas de votre écran. Et on a déjà des questions qui ont commencé à rentrer. Et en fait, si vous voulez, j'irai déjà avec une première question d'un de nos participants. Donc, ce participant-là se questionne par rapport à la compatibilité, on pourrait dire, entre des modes de recherche innovants comme ceux que vous présentez et les exigences que peuvent avoir des fois les comités d'éthique. Donc, on sait parfois les comités d'éthique de la recherche peuvent suivre des normes ou peuvent adhérer à des normes ou des critères qui sont basés sur des approches, peut-être on pourrait dire, plus traditionnelles de recherche. Donc, comment est-ce qu'on peut convaincre, si besoin est, ces comités d'éthique-là de la pertinence ou de la nécessité d'adopter ces modes de recherche innovants-là pour pas que je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour pas que les exigences éthiques deviennent un peu des freins à l'innovation et à la mise en œuvre de nouvelles pratiques. C'est long à dire, mais je vous dirais que la clé est dans l'éducation. En fait, si, par exemple, vous rencontrez un comité d'éthique puis vous questionnez sur vos approches, bien, il faut les expliquer, ces approches-là, en quoi elles sont fondées sur les données probantes, en quoi on soutient ces approches-là. J'en ai pas parlé, mais les instituts de recherche en santé du Canada privilégient les approches en transfert des connaissances intégrées. Et c'est une science qui est réelle, une approche, c'est une façon de travailler en science qui est réelle. Cependant, dépendamment de quelle science on provient, il y a une méconnaissance, en fait, de la rigueur liée aux approches méthodologiques en transfert des connaissances intégrées. Je vous donne un exemple. J'ai présenté en France il y a 2 ans, peut-être, et je présentais la structure actuelle qu'on vous a présentée aujourd'hui. On m'a demandé si j'étais capable de publier des articles scientifiques parce qu'on les jugeait de faible valeur. Donc, ce qui est important, c'est d'être très fort méthodologiquement.
Parce que l'approche en transfert des connaissances intégrées, c'est une façon de travailler. Et dans la façon dont vous écrivez vos protocoles et vos articles, c'est dans la section approche. Il y a toute la section méthodologie de vos projets qui doit être bien soutenue par des cadres, des méthodologies, démontrées également. Ça, c'est la rigueur scientifique et ça ne change pas. Donc, je dirais que c'est un double chapeau, c'est-à-dire qu'on met de l'agilité et du pragmatique dans notre façon de travailler, mais on demeure quand même des scientifiques à l'intérieur. Il faut qu'on démontre justement que notre science est valide, fidèle, puis qu'elle a les critères de rigueur associés à notre type de science. Donc, ça, c'est vraiment important. Quelque chose que je crois qui est important aussi, c'est de se doter, si on fait cette approche-là, puis qu'on évalue l'efficacité des interventions comme une étude quasi expérimentale, il faut aller chercher des cadres évaluatifs qui reconnaissent l'approche à l'intérieur, l'approche partenariale à l'intérieur de ces projets-là. Je vous dirais qu'entre autres, en soins primaires, pour nous, c'est toute une force parce que si je faisais juste implanter un devis quasi expérimental ou expérimental en soins primaires, je ne suis pas capable de contrôler mon étude. C'est trop variable de début à l'autre. Quand je travaille avec une approche pragmatique, avec une évaluation développementale, puis une approche KPA, je suis capable de générer du savoir sur comment les connaissances, comment le projet a généré du changement ou non. Donc, ça apporte beaucoup de connaissances sur les éléments de contexte. Donc, tout ça, c'est une science en soi, il faut se former. Faut aller chercher, si ça vous intéresse, formez-vous, allez vous chercher des co-chercheurs sur vos projets. Puis, ça permet, je dirais que c'est la théorie du petit pas, mais nous, de plus en plus, le comité d'éthique, en fait, nous félicite pour cette approche méthodologique et partenariale en l'intérieur de ce projet. Merci beaucoup pour votre réponse. J'irai déjà avec une deuxième question de nos participants. En fait, qui se questionne par rapport sur vos processus de sélection de vos patients partenaires en tant que tel. Donc, je pense que vous en avez glissé peut-être un mot tantôt rapidement. Qui se questionne à savoir est-ce qu'il y a on pourrait dire une formation minimale qui est exigée pour agir à titre de patient partenaire, par exemple, au sein de votre équipe. Puis pour les chercheurs qui pourraient nous écouter en ce moment et qui se questionneraient quant à où est-ce qu'ils peuvent trouver en fait des patients partenaires pour collaborer à leur projet? Est-ce qu'il y a des sources que vous pourriez leur recommander pour faire des liens avec le côté partenaire? En fait, nous, les critères qu'on utilise, c'est d'avoir un savoir expérientiel dans le domaine concerné. Donc, nous, on est en soins primaires, par exemple, clientèle adulte, donc c'est certain que je n'irai pas chercher des parents ayant l'expérience du cancer chez leur enfant, donc ça ne fait pas d'opposition. L'autre critère aussi qu'on a, c'est d'avoir assez de recul sur sa situation pour être capable d'être le représentant des patients et non représenter sa propre situation. Parce que quand on fait du partenariat patient, c'est important, on n'est pas là pour régler notre situation à nous, c'est bien contribuer à la science et au domaine de la santé. Il y a plusieurs guidelines qui sont disponibles pour aider une équipe de recherche qui pourrait recruter. Je reviens avec le système de santé apprenant qui peut aussi vous soutenir dans le démarchage et former les équipes de recherche à bien cibler les collègues patients partenaires avec lesquels ils veulent travailler. Et ils peuvent également former les patients. Donc, c'est-à-dire que si vous trouvez un citoyen qui serait intéressé à faire du partenariat patient, il y a des formations disponibles. Il y a certains centres de recherche qui en donnent aussi. Le CHU, Vitam également en donne à l'Université Laval. Le CEPP aussi à l'Université de Montréal. Et il y a l'unité SSA, puis il y a des formations qui sont offertes aux patients ou aux équipes de recherche. Puis, les antennes partenariat patients peuvent également faire du coaching mentorat aux étudiants et aux équipes qui désirent débuter dans l'approche partenariale. Ce n'est pas juste avec les patients, c'est l'approche partenariale citoyenne, décideur ou publicien pour vraiment s'assurer que les équipes se sentent confortables, qu'il n'y a pas non plus de mauvaise relation de pouvoir, patient, chercheur, décideur. Tout le monde est confortable dans cette approche-là. Et après ça, le coaching s'en va quand les gens se sentent confortables. Merci beaucoup. Puis si je peux me permettre peut-être une dernière question avant qu'on termine. Vous mentionnez justement cette idée-là peut-être des relations de pouvoir, puis on a un participant qui se questionne par rapport au risque, malgré nous, d'inégalité dans ces relations de pouvoir. Donc, comment est-ce que, puis je pense que vous y avez touché aussi également un peu tantôt, si on peut y revenir un peu, comment est-ce qu'on peut favoriser peut-être ce dialogue-là égalitaire entre les chercheurs, par exemple, et les patients partenaires, pour pas que peut-être implicitement, malgré nous, il y ait une relation hiérarchique qui puisse se reproduire? Je dirais qu'il faut l'intégrer en nous, hein, cette absence-là de hiérarchie entre les savoirs pour que ça devienne ancré dans notre façon de travailler. C'est quand même assez dichotomique, je vous dirais, parce que quand tu finis ton doctorat, tu es un expert dans ton domaine et on te dit bravo, bravo.
Et après ça, quand tu retournes à faire tes projets, ben là, bang, on te dit qu'il y a d'autres personnes qui ont des savoirs, puis que ce savoir-là est aussi légitime, que lui, tu as développé. Donc, c'est quand même, on déconstruit, je vous dirais, une façon qu'on a appris de travailler. Moi, c'est ce que j'ai eu à déconstruire il y a 9 ans quand j'ai commencé à faire de la recherche en partenariat. Maintenant, je trouve que les étudiants sont chanceux parce qu'ils ont accès à plein de labos, plein d'équipes de recherche qui le font déjà, donc ça permet de construire là-dessus. Pour équilibrer les savoirs, je vous dirais, un des premiers trucs que je vous donnerais, ben d'un, on essaie toujours d'avoir deux patients partenaires sur un comité pour éviter justement le débalancement. On se dote aussi d'une structure de travail en disant, mais, quelles sont les attentes, quels sont nos rôles, quel est l'apport, on laisse la parole aussi. Donc, c'est une discussion, hein, c'est pas, donc il faut se laisser du temps. Surtout en recherche, ça va vite, vite, vite. Là, on fait des réunions, plusieurs réunions à la suite de l'autre, 30 minutes, on règle les dossiers. Quand tu travailles en partenariat patient, tu as des patients ou des décideurs, peut-être, mais une mission autour de la table, il y a une structure d'équipe qui est différente d'échange. L'autre chose aussi, c'est la base, c'est la principe de collaboration interprofessionnelle. On ne peut pas collaborer ensemble si on n'a pas d'engagement authentique. Donc, l'engagement authentique, c'est prendre le temps de se connaître, de valoriser l'expertise des autres et de mettre de côté son ego. C'est-à-dire que la recherche partenariale, c'est pas moi j'ai raison ou je détiens la connaissance, mais c'est comment ensemble on génère quelque chose de plus grand que nous. Donc, il faut vraiment se laisser le temps de pouvoir le faire. Je dirais que le truc de notre équipe ou ce qui fonctionne dans notre équipe, c'est vraiment l'engagement authentique. Donc, on a développé une culture de partenariat à l'intérieur de notre équipe qui est portée par Vanessa et moi. Puis à chaque fois que quelqu'un arrive dans l'équipe, on contamine de cette approche-là. Mais à la base, c'est lié aux valeurs profondes qu'on attribue à notre travail et aux relations qu'on a avec les gens. Donc, on reproduit un peu des modèles de partenariat qu'on reproduit dans notre vie personnelle. Un énorme merci à vous trois pour votre présentation aujourd'hui, puis ainsi que pour vos réponses à nos questions. On a également plusieurs merci et félicitations dans le chat. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour notre activité. Pour notre part, on vous invite à assister déjà à notre prochain webinaire la semaine prochaine, dans une semaine, donc mardi le 10 décembre 2024 à midi, et qui va porter sur les groupes de co-développement professionnel. C'est un webinaire qui va être animé par Sarah Lafontaine et Ariane Girard, qui sont toutes les deux professeurs adjointes à l'Université de Sherbrooke, ainsi que Marie-Hélène Lemay, qui est coordonnatrice de recherche. Ce rendez-vous à ne pas manquer. Vous pouvez vous inscrire à cette activité en visitant notre site internet au www.risic.com et je vous mentionne également que l'enregistrement de l'activité d'aujourd'hui va être déposé sur notre site internet dans les prochains jours. Donc, un énorme merci encore à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Mme Génina pour sa présence et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau webinaire du RISIC. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.